Merci. Alors, juste quelques mots pour vous expliquer qui je suis. Donc, effectivement, je suis sénatrice, mais j'ai été maire d'une ville de banlieue pendant 17 ans. Et puis, avant d'être maire, ou un petit peu en même temps, j'ai été professeure dans un lycée professionnel à Argenteuil. Donc, certains d'entre vous doivent savoir où est Argenteuil. C'est dans le Val d'Oise. C'est pas une ville qui accueille les enfants les plus privilégiés du Val d'Oise. Et j'étais maire d'une ville de 21 000 habitants qui accueillait 32% de logements sociaux, donc avec un quartier où vivent 5000 habitants, avec une forte communauté musulmane, mais un quartier qui vivait bien, qui a eu une petite intermède dont je vais parler et qui vit mieux maintenant. Et en fait, j'ai mené des combats pour deux choses, pour la laïcité dont on parle aujourd'hui et pour l'égalité des filles et des garçons, qui aujourd'hui est quand même un vrai sujet de réflexion pour notre pays. Alors moi, je dis souvent que dans ma mémoire, il y a deux dates qui m'ont fait mener des combats. On les oublie, ces dates. C'est d'abord le 11 septembre 2001. Pourquoi je vous parle de cette date? C'est que moi, j'enseignais encore dans mon lycée professionnel, le 11 septembre 2001. J'étais maire déjà, mais je travaillais à mi-temps. Et au lendemain de ces attentats du 11 septembre, je suis retournée dans ce lycée. Les premières choses que m'ont dites les élèves le matin, « Madame, on a buté des juifs ». Et je me suis rendu compte que cette parole de l'antisémitisme que se libérait, qui était peut-être un peu cachée, en tout cas, c'était quelque chose d'inacceptable, parce que pour moi, le monde a basculé et le monde a changé dans notre pays ce jour-là, parce qu'on a commencé à entendre des propos extrêmement violents contre les Juifs, clairement, et puis pas de manière cachée. Et donc ça, c'était extrêmement grave. Donc, et je pense que ça, malheureusement, nous l'avons mis sous la table, et nous n'avons pas voulu l'entendre, et nous n'avons pas voulu le voir, clairement. Puis en 2004, deuxième chose pour moi, la loi contre le voile à l'école. Qui des femmes de ma génération aurait pu imaginer qu'on allait un jour faire une loi pour empêcher le voile à l'école? C'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Bon, moi, à titre personnel, j'irai jusqu'à l'université, mais ça, c'est un autre sujet. Mais parce que aujourd'hui, le problème est le même. Hein. On a eu un problème en 2004 dans les collèges et les écoles. Maintenant, là, à l'université, il faudrait peut-être qu'on étende la loi, si c'est possible. On me dit que ça ne l'est pas, mais bon, on peut toujours y réfléchir. Mais en 2004, pareil, loi pour le voile à l'école. C'était quand même un signe fort. L'école de la République. Moi, je suis une petite fille de la République. L'ascenseur social dont j'ai bénéficié, c'est la République qui m'a donné. Et donc c'est vrai que, peut-être de manière un peu excessive, quand on touche à la France et à la République, je ne le supporte pas. Parce que notre pays, cette République, elle donne la chance à tout le monde. Qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, jaune, tout le monde a la même chance ici. Et aujourd'hui, on n'a pas un problème avec 50 000 religions. Moi, je le dis de manière très claire, on a un problème avec une seule religion. L'islam, c'est la réalité. Et nous, dans nos banlieues, et c'est ce dont je vais vous parler en quelques minutes, voilà, dans nos banlieues, alors évidemment, on n'a pas tous le même regard de la réalité de ce que pose l'islam dans nos villes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vécus, on n'a pas tous les mêmes populations. Mais le combat que nous menons, nous, dans les banlieues, en tout cas moi que j'ai mené, c'est un combat qu'on mène pour la France, parce qu'on le mène pour tous les hommes et les femmes que nous rencontrons. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu un combat très fort contre le voile, parce que pour moi, le voile, c'est une soumission totale à une religion, ça c'est clair. La femme, elle est soumise, il ne faut pas me dire autre chose. Et puis, dans nos banlieues, c'est un étendard politique, le voile. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, parce que quand vous êtes dans votre ville, en tant que maire, les seules femmes dont vous pouvez connaître la religion, ce sont les femmes voilées. Les autres, vous ne savez pas de quelle religion elles sont. Clairement. Voilà, on sait quelles sont les musulmanes, les autres, elles sont athées, elles sont juives, elles sont chrétiennes, catholiques, protestantes, bouddhistes, on n'en sait rien. Donc c'est un étendard politique, il ne faut pas se leurrer. J'ai d'ailleurs eu un moment assez violent dans ma vie d'élu avec le président actuel du CFCM, qui a osé me dire lors d'un échange à l'AMF que la France embêtait les musulmans pour un bout de tissu sur la tête. Donc c'est clair que, évidemment, j'ai réagi un petit peu violemment parce que je lui dis que les femmes tout en noir, c'était autre chose qu'un petit bout de tissu sur la tête. Et lui a été assez, évidemment, contrarié par mes propos, mais c'est pas un bout de tissu sur la tête. C'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous. Donc on ne peut pas dire ça. J'ai eu un autre problème sur le voile parce que sur les réseaux sociaux, à titre personnel, je me suis exprimée. Parce qu'un jour, je me suis retrouvée dans une boutique de magasin de joie et la fille, elle était abaya totale. Ça, je ne supporte pas. Et donc, je me suis autorisée à dire, parce que ma parole est libre, que dorénavant, je refusais d'aller
dans des magasins où les caissières étaient voilées. C'est ma liberté. Voilà, c'est ma liberté, je l'assume et je le dis. Alors là, évidemment, j'ai eu sur les réseaux sociaux des insultes de tous côtés. Mais pire, j'ai eu le directeur de la stratégie commerciale de ce magasin de jouets, qui s'appelle La Grande Récré, qui a osé m'appeler à la mairie de Saint-Gratien pour me dire que je n'avais pas bien vu, que cette femme avait perdu ses cheveux parce qu'elle était malade. Et là, vraiment, franchement, je vous jure, c'est vrai. Je lui dis, mais monsieur, vous me prenez pour un imbécile. Une femme en abaya totale, c'est-à-dire que le voile noir jusqu'en bas, un jean. En plus, on est tous confrontés à la maladie dont il me parlait. Je l'ai été dans ma famille proche. Je sais quand même faire la différence entre une femme qui est atteinte d'une maladie et une femme qui a une abaya. Et je lui ai dit, monsieur, si vous voulez, on fait une confrontation avec le directeur du magasin et moi. Et on verra qui est le menteur, qui est la menteuse. Je n'en ai plus entendu parler. Mais par contre, effectivement, sur les réseaux sociaux, ça a été un déballage d'insultes. Alors, dans ma commune, j'ai mené effectivement un combat plus compliqué, plus difficile, mais que j'ai mené, puisque j'avais 2-3 familles de salafistes reconnues, puisque ces salafistes, il faut quand même savoir que les salafistes de nos banlieues, les femmes sont enfermées, ne sortent pas, et les enfants ne vont jamais à l'école de la République. Les enfants restent scolarisés à domicile, au mieux par leur maman, ou éventuellement par des cours par correspondance. Il faut savoir que ces enfants-là, l'éducation nationale n'a pas les moyens de surveiller l'éducation dans ces maisons, qui se passe dans ces appartements. Parce que l'éducation nationale n'a pas suffisamment d'inspecteurs pour aller les voir, et que de toute façon, quand ils vont les voir, et quand ils refusent d'ouvrir les portes, personne ne les oblige, et que les 3/4 du temps, ces contrôles à domicile se font plutôt en fin d'année scolaire, et que toute la famille est barrée en vacances, et que donc personne ne surveille ce qui se passe dans ces maisons. Et puis quand il y a quelques inspecteurs qui arrivent à rentrer, les enfants ne chantent pas, ne connaissent que la Marseillaise, parce qu'on leur apprend bien la Marseillaise pour qu'on montre bien que ce sont des enfants de la République, mais voilà, ils n'ont pas le droit de chanter, et on leur apprend le b.a.-ba, mais ça gêne personne. Bon. Et ce sont des enfants qui sont élevés dans l'enfermement, puisqu'ils ne participent pas aux loisirs, au sport, rien. Donc j'avais quelques familles comme ça qui avaient décidé d'ouvrir un lieu de prière dans un quartier HLM, qui est un petit peu, excentré la ville, mais sans l'être vraiment, mais qui concentre une population d'origine étrangère. Et moi, j'avais décidé qu'il n'y aurait jamais lieu de prière dans ce quartier, parce que dès lors que vous acceptez une pseudo-mosquée dans ces quartiers, le quartier vous échappe, parce qu'ils deviennent les rois du quartier, tout se passe par eux, ils ont la maîtrise sur tout, c'est-à-dire que ça devient la police de la pensée et ça devient la police des mœurs. C'est une vraie réalité. Dans ces quartiers-là, ces types-là surveillent en particulier les femmes seules, les femmes qui sont seules et qui élèvent des enfants, parce qu'il y en a beaucoup, hein, la vie est comme celle-là. Donc ils les surveillent et ils leur imposent parfois de porter le voile. Quand ces femmes-là, qui ont eu une éducation occidentale, quand elles achètent par exemple des sapins de Noël, parce que Noël, par définition, le sapin, ça n'a rien de religieux, c'est plutôt un moment convivial qu'elles veulent faire avec leurs enfants, on tape à leur porte pour leur dire « sale mécréante, t'as acheté un sapin, donc tu ne dois pas le mettre », c'est grave ce qui se passe dans ces milieux. Et donc moi j'avais décidé que ces gens-là ne prendraient jamais le quartier. Donc ils ont acheté un pavillon qu'ils ont transformé en lieu de prière, et je leur ai fait fermer. Je leur ai fait fermer, non pas avec l'aide du préfet, puisque dans ces cas-là, les préfets, c'est courage fuyons, mais bien sûr, ça c'est clair, Madame le maire, vous avez vraiment raison, Madame le maire, il faut fermer, c'est embêtant. Ouais, monsieur le préfet, vous faites quoi? Ben, je sais pas. Alors, j'ai effectivement fait fermer, parce qu'il y avait infraction au code d'urbanisme, il y avait modification de la petite maison, etc. Je vous donne juste le contexte des commissions de sécurité que je leur imposais. Donc on faisait des commissions de sécurité pour aller voir les travaux qu'ils faisaient, puisqu'on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Donc en général, ils refusaient qu'on rentre, ils mettaient des camions derrière les portes. Mais moi, celles et ceux qui me connaissent, mais Bruno commence à me connaître, rien ne m'arrête. Donc moi j'avais dit, on passe par-dessus.
J'avais dit à mes services, écoutez, soit vous dégondez la porte, soit moi je passe par-dessus, mais de toute façon je rentre. Et donc, mon directeur de service technique a dit, oui, madame, ça, je sais que vous êtes capable de grimper, donc on va dégonder la porte. Donc on a dégondé la porte et on est rentré, voilà. Parce que la loi, elle s'applique à eux, comme à tout citoyen qui fait une infraction au code de l'urbanisme. Je vois pas pourquoi on ne rentrera pas chez eux. Donc on a réussi à montrer qu'ils avaient transformé, qu'ils n'avaient pas le droit, et donc, aujourd'hui, ce lieu de prière ce lieu de prière est fermé définitivement. Mais ils ont fait appel. J'ai eu 8 ans de procédure judiciaire avec cette association qui m'avait fait, entre parenthèses, 2 prières de rue. J'avais dit au préfet, s'il y en a une 3e, ça va chauffer. Donc voilà, donc il n'y en a pas eu de 3e. Parce que dans ces cas-là, et je vous donne une autre date extrêmement importante, et c'est pour moi quelque chose, c'est une espèce de souffrance. Parce que ce combat que j'ai mené, moi je ne l'ai pas mené pour moi, si, parce que intellectuellement je voulais le mener, mais j'ai mené ce combat pour les habitants en fait, pour les habitants de ce quartier, pour qu'ils apaient. Mais tout a changé dans l'attitude du préfet et de l'État, janvier 2015. À partir du moment où l'islam politique, l'islam radical a tué sur notre territoire, c'est monstrueux à dire, mais les préfets et les tribunaux et les juges et les magistrats ont complètement changé leur manière de faire et leur manière de réagir. Moi, j'ai gagné toutes les procédures à partir de 2015, parce que j'ai eu le droit à la CNIL, à la CADA, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu la CNIL qui a débarqué dans mon bureau pour savoir si je fichais pas les musulmans, enfin, j'ai donc tout eu. Mais je veux dire, à partir de 2015, les magistrats ont commencé à se dire, les maires qui luttent n'ont peut-être pas tout à fait tort, parce qu'il y a un problème dans notre pays, ce qui est quand même fondamentalement scandaleux, quoi. Il faut avoir des morts pour que les gens réagissent que c'est plus grave qu'on l'imaginait. Mais donc ce travail-là, je pense que nous ne sommes pas beaucoup à l'avoir mené, mais nous devons le mener. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce quartier est apaisé. Et du coup, parce que une fois que j'ai eu réglé mes problèmes avec Salafis et la mosquée que j'ai fait fermer, j'ai aussi travaillé énormément pour que les femmes de ce quartier prennent leur place. Et j'ai ouvert, au milieu du quartier, un espace qui s'appelle Citoyennes de la République. Ça, voilà, pour bien leur montrer que c'est ça et rien d'autre. Et il y a 2 ans, pour bien leur montrer que les femmes avaient leur place, j'ai fait installer dans le quartier 20 portraits de femmes de 2,50 m dans les rues, de toutes couleurs, de toute origine, bien sûr sans voile, et pour montrer que les femmes étaient libres et qu'il fallait les aider à libérer leur parole et à prendre leur place de maman. Pourquoi je dis ça ? C'est que la place des garçons aujourd'hui est une place sur laquelle il faut qu'on travaille. Parce qu'il y a quand même dans les collèges des garçons qui sont élevés avec cette espèce de pression où la femme n'est pas à l'égal de l'homme. Et sincèrement, alors moi je ne suis pas une féministe folle, hein, voilà, je n'ai pas été élevée comme ça, mais aujourd'hui on voit bien qu'en dans les collèges de banlieue, il n'y a pas une fille en jupe, pas une fille en robe, elles sont toutes en pantalon ou en jogging, parce que le regard des garçons sur elles est quand même dramatique. Et donc moi j'explique aux mamans, vous devez défendre la place de vos filles, mais vous devez expliquer à vos garçons qu'une fille en jupe n'est pas une fille particulièrement plus vulgaire qu'une autre. Donc c'est important que ce regard des garçons sur les filles d'aujourd'hui soit pas le regard de garçons qui pensent que la fille est là juste pour avoir des enfants et rester à la maison. C'est un peu leur conception. Donc il y a un énorme travail. Alors c'est vrai que moi je l'ai mené par amour pour la République et pour l'amour de la ville de Saint-Gratien que je porte, parce que c'est une ville en plus avec des quartiers très 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 riches. Et moi je ne voulais pas laisser à côté de ma ville, enfin en dehors de la ville, un côté plus populaire, mais dans lequel il se passe des choses merveilleuses. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai mené ce combat, mais je peux vous assurer que dans nos banlieues, on a intérêt à mener ces combats. Alors j'aurai un dernier mot, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pense que ça demande aussi aux élus un grand courage. Moi, j'ai mené ces combats pendant 8 ans, y compris en pleine période électorale, où on m'arrachait mes yeux et on m'arrachait mon visage, puisque dans l'islam, on ne représente pas ni l'homme, ni la femme, ni Dieu. Hein. Donc on ne dessine pas, les extrémistes religieux ne dessinent pas un corps d'homme, de femme, d'enfant. Donc moi, on me découpait mes yeux, on me découpait mon visage. Ça ne m'a pas absolument découragée de mener ce combat. Et je peux vous dire que quand j'ai mené ce combat-là pour la ville, l'unité de la ville, je n'ai jamais été aussi bien élue. J'ai fait 71% au premier tour et j'étais très très fière. Voilà. Mais c'est pas ça que je retiens de l'élection de 2014. L'élection que je retiens de 2014, c'est quand je vais dans ce quartier, parce que j'y vais
très, très souvent, parce que j'estime que je suis chez moi partout. Au lendemain des élections municipales, les femmes de ce quartier, et certains hommes aussi, qui n'étaient pas dans cette conception-là, d'origine musulmane, m'ont dit « Nous sommes contents de vous avoir gardés parce que vous nous protégez ». Et ce mot-là, je peux vous assurer que je ne suis pas prête de l'oublier. Je ne pensais pas faire un rôle de protection individuelle comme ça, mais je peux vous assurer que nous, les élus, nous devons avoir un principe. Nous ne sommes jamais à vendre. Jamais. Nous devons toujours travailler pour notre projet, pour nos ambitions, pour nos objectifs, mais nous ne sommes jamais à vendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.